Donc, j'ai appelé mon frère plusieurs fois pendant ces tornades de vent, ces rafales de vent qui ont tout fracassé. Et le dernier coup de fil que je lui ai passé, j'ai fait, j'en peux plus, j'arrive plus. Et lui, il me disait, mais arrête, évacue déjà, quoi. Et dans ma tête, c'était toujours viable. Donc, une barrière cassée, le toit arraché, genre, j'essayais de, jusqu'au point parce que j'y arrivais, je savais plus quoi faire. Il y a eu, je sais pas comment l'exprimer, dépassé. J'ai été dépassé. Et j'ai eu un coup de fil d'une amie qui me parlait d'un feu, qu'il fallait qu'on keep an eye on it. Et c'est marrant parce que je suis monté à l'étage et il y avait plus de toit, donc j'ai pu voir parce qu'avant je voyais pas. Et j'ai vu, oh là, il y a un feu, mais là j'étais inquiet, mais c'était pas le point de non-retour. Et mardi soir, quand on s'est couché, moi j'avais des copains à Kihé, donc ça c'est au sud de l'île, c'est toujours pas Lahaina, qui me disaient, écoute là, on va peut-être venir ce soir, le feu est dans les herbes, dans la brush fire, mais ça descend sur la ville. Et ça c'est vraiment important de comprendre le contexte parce que donc déjà tous les pompiers ils étaient déjà sur plein de feux. Et puis il y avait un feu à Wailuku, un feu à l'aéroport, un feu au dump. Et souvent, il y a beaucoup de ces feux, il y a eu du vent, les piquets électriques sont tombés. Parce qu'il y a peu de piquets électriques qui sont enterrés à Hawaï, enfin à Maui. Et une fois que les piquets électriques tombent, ça fait des étincelles. J'ai des histoires, elles sont toutes similaires. Ils ouvrent la porte, mur de feu, sautent par la porte de derrière, prennent ce qu'ils peuvent, prennent des gens, des voisins, crient et essaient de... Mais ils se sentent... C'est marrant parce qu'ils se sentent lâches, mais en fait, ils sont pas lâches, c'est des héros. Mais ils sont tellement pris dans l'action que là, c'est le point de non-retour. Il faut qu'ils sauvent leur peau, donc ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont tous attristés qu'ils n'aient pas pu faire plus. J'ai fait ce que je pouvais, quoi. Mardi 8 août 2023, il y a tout juste quelques semaines, les vents provenant de l'ouragan Dora, un ouragan de force 4 passant au large, très large, de l'archipel d'Hawaï, ont frappé sévèrement la petite ville historique et touristique de l'ouest de Maui. La petite ville et ancienne capitale, Lahaina. Ces vents ont entraîné des feux d'une violence inouïe. Des feux qui ont rasé la ville, prenant au piège des centaines d'habitants. Il y a quelques semaines, je devais enregistrer un épisode avec Marie-Laure Ditt, une Française qui vit sur l'île depuis plus de 15 ans et qui devait me raconter son histoire, le tour du monde qui la mena à Maui et sa vie au sein de l'archipel d'Hawaï. Puis ce drame a rebattu les cartes. Alors Marie-Laure m'a présenté un autre Français, un local, Florian Bayeul. Un Français qui a évacué en urgence, avec sa famille, et qui a perdu sa maison dans les flammes de Lahaina. Et tous les trois, on va vous raconter leur histoire. Une histoire dramatique, pas toujours facile à entendre, mais aussi une histoire qui vous redonnera, je l'espère, foi en l'humanité, devant l'élan de solidarité locale pour venir en aide aux rescapés. Je suis Anne-Fleur Andrely, bienvenue dans French Expat, un podcast de French Morning. Aloha, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 41 ans et j'habite à Maui depuis 15 ans. Bonjour, moi c'est Florian, je viens de Lahaina. Je suis d'origine du sud-est de la France et tout le monde m'appelle Flo. Hawaï, c'est un archipel de plusieurs îles et sur Maui, il y a deux côtés, un peu comme la Guadeloupe avec la terre haute et la terre basse. Et moi, je suis sur le côté est. Et en plus, je suis à l'est plutôt du côté est, donc je n'ai pas du tout été touchée par les feux. Mais toutes les hauteurs autour de chez moi et bien évidemment la tragédie absolue de Lahaina nous ont touchés énormément.
Donc en fait, il y a 2 gros volcans. Il y a Haleakala, c'est le volcan qui est à l'est. C'est la partie la plus grosse de l'île. Et il y a les West Maui, Pukukui, les volcans de l'ouest. Sur la côte ouest de la partie sud et de la partie ouest, il y a des hôtels, des gros hôtels avec le Ritz-Carlton, le Grand Wailea, avec beaucoup de touristes. Et sur les parties humides, donc moi je suis sur la partie humide et aussi du côté de Wailuku, il y a plutôt des gens locaux. Enfin, il y a des touristes, il y a moins de touristes. Je viens de Los Angeles tout d'abord. J'étais de France à Los Angeles et pendant mes vacances d'école, de college, j'allais régulièrement sur Hawaï, sur Maui. J'avais un ami qui était là, que j'avais de longue date, que j'avais retrouvé par pur hasard à San Francisco. C'était vraiment des bonnes retrouvailles et en fait, j'avais l'occasion de les rejoindre régulièrement et je faisais beaucoup de skateboard à l'époque quand j'étais jeune et en fait, j'ai transféré ma passion du skate dans le surf. Et donc, ça a collé, quoi. Dès que j'ai fini les études, j'ai décidé d'aller sur Maui, sur l'Arena. Donc, ça fait à peu près 23 ans, en gros, que j'habite à l'Arena. J'ai 2 enfants, Alice qui a 7 ans et Jack qui a 5 ans. Et voilà, ils sont bilingues. Je suis de formation ingénieur, mais je travaille comme prof. Je donne des cours de français. Je suis passionnée de connecter les gens et pas vraiment au début de mon temps sur Maui, mais là, depuis 5-6 ans, quand j'ai des enfants, comme tous les Français, je pense on se rapproche de la communauté française. J'ai une petite famille et alors séparés récemment, mais 2 enfants, Jaya et Sway, 17 ans et 15 ans. Donc on est très proches. Là, on revient d'un voyage de France tous les 3. On a fait toute la France de long en large en travers. Chaque année, je voyage avec eux, je les emmène. Donc ouais, on est très proches. On a une très bonne relation. Ils sont fanats de basketball. Et j'ai un mari aussi, j'en ai pas parlé, mon américain, Woody, qui travaille au parc national. Je l'ai rencontré pendant un tour du monde sur la plage et je suis restée. Je fais de la planche à voile pas de la planche à voile, mais je fais du bateau. Et tous mes copains qui faisaient de la planche à voile me parlaient toujours de Ho'okipa, le spot de windsurf, la mecque du windsurf. Hawaï, j'ai jamais rêvé d'habiter à Hawaï, j'ai jamais eu de projet. C'est juste les connexions qui ont fait que j'ai abouti ici. Ensuite, qu'est-ce qui a fait justement le surf, les connexions avec les gens, la facilité de la communauté. Je me suis senti intégré très rapidement. J'ai accroché, même avant que je déménage ici, j'ai accroché. Même avant que je déménage, j'avais plein d'amis déjà. C'est ça, la communauté, elle était déjà avec moi. Et c'est marrant parce qu'on dit 23 ans, j'ai l'impression que c'était hier. C'est passé tellement vite toutes ces années que on s'en rend pas compte. Comme tous les Français, je rentre en France. Et comme à Maui, l'école se finit fin mai, je suis rentrée tout le mois de juin et jusqu'à fin juillet. Donc 15 jours avant les feux, je venais de rentrer, j'avais passé une semaine à faire vider mes valises, se remettre au décalage horaire et là on commençait le week-end, je me disais la semaine prochaine on a encore une semaine avant que l'école des enfants commence, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Et puis hier je me suis dit oulala mais l'école commence demain, il faut que je prépare les sacs des enfants. Les 7 jours de cette semaine sont passés comme le temps s'est arrêté. Le dimanche, on nous a annoncé qu'il y avait un ouragan qui allait passer au large, mais qu'il allait passer bien au sud, à 500 miles, et qu'on avait juste une alerte à vent fort. Et comme le système anticyclonique, je crois qu'on dit comme ça, prenait toute l'humidité de l'île, on avait un risque au feu accru. Donc jaune, orange, rouge, on était au niveau rouge. Et donc voilà, donc la journée se passe, mon mari va travailler, moi j'étais avec les enfants. Et puis cette nuit-là, à minuit, donc ça c'était lundi, il y a une maison qui a pris feu à Olinda, donc ça c'est chez moi, enfin de mon côté de l'île, un peu plus haut. Et à 4h du matin, on a tous été réveillés parce que nos téléphones se mettaient à sonner en alerte, comme l'alerte missile qu'on a eue il y a 4-5 ans, là, le truc hallucinant. Et en nous disant on évacue Olinda, donc c'est sur les hauteurs de la partie est de Maui, et aussi il y a des feux à Kula. Il était 4h du matin quand on a été réveillés, donc moi tout de suite j'ai appelé 2 amis qui étaient dans la zone. L'une avait déjà pris refuge
chez d'autres amis et l'autre est arrivé chez moi avec 5 chiens. Alors là, c'était un texte qui nous disait d'évacuer, mais c'était pas pour notre zone, c'était pour d'autres rues. Et eux, ils sont juste, c'est des zones qui montent dans la montagne, donc il fallait juste descendre. Et donc j'ai ma copine qui est arrivée avec son copain et ses 5 chiens. Et donc mardi matin, on se dit on n'a pas bien dormi cette nuit, mais ça va, les feux. Et là, mardi, on a passé une journée où toutes les heures, quasiment, il y avait un feu quelque part sur l'île. Donc mardi, il y avait toujours le feu à Olinda et le feu à Kula. Mardi midi, j'appelais des copains en disant attention, là on annonce que les feux ils ont sauté jusqu'à un autre endroit. Et mon pote il me disait bah oui, ma femme elle me dit qu'elle voit la fumée. On a passé la journée sur nos téléphones à suivre l'évolution des feux. Et mardi soir, quand on s'est couché, moi j'avais des copains à Kihei, donc ça c'est au sud de l'île, c'est toujours pas Lahaina, qui me disaient écoute là, on va peut-être venir ce soir. Le feu est dans les herbes, dans la brush fire, mais ça descend sur la ville. Et ça, c'est vraiment important de comprendre le contexte parce que donc, déjà, tous les pompiers, ils étaient déjà sur plein de feux sur le côté ouest. Et puis, il y avait un feu à Wailuku, un feu à l'aéroport, un feu au dump. Enfin, c'était... même les gens disaient, mais est-ce qu'il y a un arson, un pyromane? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, et souvent, il y a beaucoup de ces feux, il y a eu du vent, les piquets électriques sont tombés, parce qu'il y a peu de piquets électriques qui sont enterrés à Hawaï, enfin à Maui. Et une fois que les piquets électriques tombent, ça fait des étincelles dans un endroit qui est très sec. Les pompiers de Maui, je regardais, je crois que c'est 200 pompiers maximum. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près un tiers, 60-70 en effectif à n'importe quel moment. Je sais pas, ils se baladent par 3 ou 4 par camion. Enfin, on n'a pas... La défense du feu à Hawaï, ça c'est un autre élément important, c'est assuré par les hélicoptères qui viennent et qui déposent de l'eau. Sauf que, quand les vents sont supérieurs à 70 km/h, les hélicoptères peuvent pas décoller. Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a d'autres Canadair ou moyens d'éteindre les feux qui sont à l'armée à Pearl Harbor, qui est à 20 minutes d'ici en avion, et on les voit pas. Enfin, ils sont jamais venus. Même encore maintenant, les feux brûlent toujours. C'est-à-dire que les feux ici à Kula et Olinda, c'est pas fini. Il reste des feux qui se rallument, des fois tout d'un coup il y a des flammes. Et ouais, ça fait 6 jours, quoi. En fait, il était pas vraiment loin de nous. Hein. C'est juste les vents qui nous ont fait. Ouais, ça c'est dingue. Ouais, les vents qui ont tout détruit avant le feu. Donc c'est ça. En fait, les gens ne se rappellent pas ou ne voient pas. Il y a eu la totale destruction de Lahaina avant qu'il y ait le feu. C'est-à-dire que moi, je me battais déjà avant d'avoir eu fait ouf d'être arrivé. Je me suis battu pendant 3 heures avec des arbres qui sont tombés, des gros manguiers chez moi qui sont tombés sur mes toits, les toits des voisins. Et je le regrette. Je regrette de m'être battu avec les éléments au lieu de me préparer. Enfin, j'étais prêt, mais sachant que maintenant tout est parti, j'aurais préféré passer ces 3 heures à tout bien déménager ma maison dans mon camion et prévenir les enfants et me tracer, quoi. Mais on pouvait pas savoir. Donc, j'ai appelé mon frère plusieurs fois pendant ces tornades de vent, ces rafales de vent qui ont tout fracassé. Et le dernier coup de fil que je lui ai passé, j'ai fait j'en peux plus, j'arrive plus. Et lui, il me disait mais arrête, évacue déjà, quoi. Et dans ma tête, c'était toujours viable. Donc, une barrière cassée, le toit arraché. J'essayais de jusqu'au point parce que je savais plus quoi faire. Il y a eu, je sais pas comment l'exprimer, dépassé. J'ai été dépassé. Et j'ai eu un coup de fil d'une amie qui me parlait d'un feu, qu'il fallait qu'on keep an eye on it. Et c'est marrant parce que je suis monté à l'étage et il y avait plus de toit, donc j'ai pu voir parce qu'avant je voyais pas. J'ai vu oh là il y a un feu, mais là j'étais inquiet, mais c'était pas le point de non-retour. C'était moi je suis au South End Lahaina et c'était à peu près à la moitié, donc même pas half a mile, une moitié d'une mille. Je vois la zone. C'était une zone qui ne m'inquiétait pas encore. Et j'ai eu un deuxième coup de fil de la personne après que j'ai parlé à mon frère qui me dit de me préparer. Donc là, je me prépare bien, je mets tout dans la voiture. Je reçois notre coup de fil de mon amie Kelly Chapman, qui a un magasin, qui avait justement, elle, vu qu'il y avait ces alarmes de feu s'étaient déclenchées, qui est allée voir, et qui m'a fait là, je pense, mon frère, je pense qu'on dégage.
Et donc, je remonte et là, je regarde et tout d'un coup, il y a une explosion. Mais une explosion, bon, c'est sûr, c'est l'explosion de la station essence, mais cette explosion métallique, on a l'impression que c'était une bombe. Et une autre, et il y a une fumée immense. Le truc avec cette explosion, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui l'a entendu, parce qu'il y avait tellement de vent, il y avait tellement de chaos, et les gens restaient chez eux. Donc, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant de ce feu, de cette explosion. Et ouais, donc ce qui s'est passé mardi, c'est que les feux s'allumaient partout. À l'AENA, à 3 heures, il y a un petit feu qui s'est allumé et qui a été éteint. Il y a que le vent qui est descendu, tout d'un coup, à 4 heures, il y a eu le feu partout, des pics électriques qui sont tombés. Le vent était tellement fort que les toits métalliques ont touché les fils électriques. Et à ce moment-là, il y a le feu partout. Et avec le vent, ça a fait comme un mur de feu qui a torché toute la ville vers la mer. Et ça a poussé les gens vers la mer. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis à l'eau vers 5h, 5h30 de l'après-midi et qui ont survécu ou pas, parce qu'il y a beaucoup de morts qui sont noyés, en attendant que les flammes et que tout brûle, en écoutant les voitures exploser. Et puis derrière, ils ont été récupérés par les Coast Guard quand les Coast Guard ont pu approcher, parce qu'il y avait la fumée était tellement noire que à 5h30, il faisait noir en ville alors que c'était pas encore la nuit. C'est une tempête ils nous ont dit qu'on allait avoir des vents assez forts. C'était cet ouragan qui était assez loin de nous, donc il fallait être comment tu dis en français, à l'égard. Aux aguets, non ? Aux aguets, merci, aux aguets. Donc c'est ce que je faisais toute la nuit. Et la maison se secouait ou quoi. Le lendemain, ça allait. Les manguiers sont tombés. On était aux aguets, quoi. Mais on n'était pas dans l'alerte rouge d'une tornade. Donc des vents très très forts, de plus en plus forts, jusqu'à ce que ça arrache tout. Les gens restent chez eux. Une des choses qui met énormément en colère les habitants de la Haina, c'est que c'est pas la première fois qu'un événement de ce genre arrive. En 2018, l'ouragan Lane a ravagé la ville. Et à l'époque, Flo, comme d'autres habitants de la ville, avait prévenu les autorités du danger des fils électriques et téléphoniques en hauteur, qui à chaque coup de vent tombaient et entraînaient des départs de feu. À l'époque, on lui a dit oui, on s'en occupe. Sauf que les départs de feu, là, qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont ravagé la ville, ont été eux aussi entraînés par la chute de ces poteaux électriques. J'ai vécu pendant 20 ans, on a eu des feux régulièrement, niveau alarme et système d'alerte nul, même si une fois par mois, le mercredi à l'Arena, c'est tous les mercredis, le premier mercredi du mois, on a une sirène qui pousse pour les tsunamis. On a eu des feux, on a eu justement récemment, il y a 55, un autre ouragan qui s'appelle l'ouragan Lane, Hurricane Lane, et je te promets, c'est la carbon copy, c'est la copie carbone identique à ce qui vient de se passer là. Mais les vents étaient moins forts. Mais c'est exactement pareil. Pas d'alarme, pas d'autorité, pas de support aérien, pas de communication, abandonné, livré à nous-mêmes, la communauté livrée à elle-même. Et on leur a dit, quand j'ai été au rendez-vous, il y a une grande réunion après l'aftermath, et ils ont parlé de ces fameux poteaux électriques, de câbles de l'Internet qui sont dans toutes les rues et qui prennent le feu. En fait, c'est difficile à imaginer, mais ces câbles, c'est tellement arriéré qu'à chaque fois qu'il y a des vents et des ouragans, les câbles se balancent et se touchent, qui créent une explosion. Donc, la plupart du temps, quand je parle des feux, les feux sont générés et créés par ces poteaux électriques. C'est-à-dire que ça fait 23 ans que je suis ici, et la plupart des feux, je suis sûr qu'il y en a que c'est une cigarette ou quoi, c'est sûr. Mais on va dire un gros pourcentage, je peux pas vous dire le pourcentage parce que j'ai pas les faits, mais dans ma tête, j'en suis dans les 70% des feux, c'est créé par ces câbles électriques. Donc, dessus, ils ont décidé d'éteindre l'électricité à chaque fois qu'il y a des ouragans. Maintenant, il y a des gens qui vivent, qui ont des problèmes de soutien, de machines électriques. Donc, c'est combien d'heures est-ce que vous allez couper l'électricité? Donc, j'en reviens à Hurricane Lane. Hurricane Lane, on y a eu chaud.
Il y avait le gouverneur, il y avait le mayor. Comment on dit mayor en français? Le maire. Le maire, pardon. Il y avait le maire, il y avait Miko, il y avait Hawaiian Tele, il y avait Spectre, il y avait la Red Cross, il y avait les gens de l'électricité qui s'appellent maintenant Hawaiian Electric. Il y avait tous les organismes devant nous et on leur a dit la même chose. Ils nous ont dit, oui, la sirène, on aurait pu la sonner, mais elle est connectée avec l'électricité. Et on leur a dit en réponse, il faudrait trouver un système de la mettre sur solaire ou sur une autre source d'énergie. Oui, ils ont dit, on changera ça tout de suite, on va faire ça, c'est vrai. On pourrait peut-être sonner une alarme. Ils ont dit, OK, hein, les poteaux électriques, oui, on va investir pour faire mettre dans la terre. 5 ans après, rien n'était fait. Et boum, la même chose. C'est dingue. Et les gens, ils ont l'impression de dire, ils ont toutes les milliers d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Je peux me les mettre à dos, je m'en fous. Ils sont responsables. C'est les éléments qui ont fait le feu et le vent, qui ont donné l'oxygène à ce feu qui est parti. Ça, ils sont pas responsables. Mais ils sont responsables de toutes les autres choses qui se sont passées. Les gens qui sont bloqués, les gens qui sont morts dans leur voiture, ça, ils sont responsables. C'est de leur faute. Ils ont emmené leurs camions, ils ont essayé de couper les câbles et les poteaux, de les enlever. Ils ont encore plus bloqué les routes. C'est le chaos complet à cause d'eux, quoi. Parce que au lieu d'évacuer des milliers de gens à la va-vite, ils sont venus à contresens, ils ont bloqué les routes pour débloquer les poteaux. Et moi, je les ai engueulés. Moi, je suis passé dessous. Il faut on coupe les câbles. Et en gros, je sais plus ce que je leur ai dit, mais en gros, il fallait penser à ça avant, quoi. Mais des années avant, on leur a prévenu. C'est pas là maintenant. Là, ouais, là, on est dans la mouise. Je comprends qu'ils coupent les câbles, mais il y avait des milliers de voitures bloquées et avec le feu qui pousse derrière. La deuxième chose, c'est il y a des milliers de gens qui n'étaient pas au courant. Ils ont rien entendu, ni téléphone parce qu'il y a plus de connexion téléphonique, ni sirène. Cette petite partie de l'île, à chaque fois qu'il y a un problème, on est coupé du monde. On a une petite rue à 2 voies qui est bloquée. Et si le feu est sauté de l'autre côté, là, on serait tous bloqués. Et là, il y aura encore plus de morts. Il faut réaliser que ces vents, ils sont tellement forts qu'un feu de cette envergure, il peut être poussé d'une colline à une autre et sauter. On l'a déjà vécu, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu les feux sauter d'une colline, d'une montagne à une autre. C'est instoppable. Encore heureux que les feux, ils partaient du haut de la montagne vers l'océan. Mais on a une petite route et on parle de l'autre côté, the other side. Dès qu'on l'a pas passé de l'autre côté, on n'est pas sain et sauf. Donc, ces feux-là, on n'a pas de support aérien, on n'a pas de support de l'armée, alors que l'armée, elle est sur le l'île de l'ONU, ils sont pas venus nous voir, nous aider, et on a été livrés à nous-mêmes. Moi, j'étais chez moi et j'avais des copains à qui évacuaient. Donc, on préparait pour les accueillir. Et à l'AENA, il n'y avait pas d'électricité depuis le matin et il n'y avait pas de service téléphone. Donc, on avait très peu d'infos. On avait juste des photos de loin qui disaient « Regardez, il y a le feu à l'AENA », mais c'était de très loin. Donc, on l'a su. L'étendue des désastres, on l'a su vers 2-3 heures du matin. Quand on a eu des copines qui nous ont dit « Mais nous, à 11h30, on a été appelés à l'autre port pour aider à décharger les rescapés qui avaient été repêchés. Les gens étaient dans l'eau de 5h du soir à 1h du matin. Dans une scène apocalyptique avec des voitures qui explosent, avec des gens qui meurent à côté d'eux, avec des gens qui sont asphyxiés. C'était vraiment... Quand j'ai vu l'explosion et la fumée, j'ai tout de suite compris que, ayant vécu toutes ces années, de savoir que d'habitude on a un petit support arrière, ça prend des jours et des jours pour qu'il éteigne le feu. Je suis descendu, j'ai pris ma chienne, pas moyen de faire du vélo parce que il y avait tellement de vent que tu tiens pas sur un vélo. Il y avait des rafales à 85 miles par heure, c'est énorme. Ça fait, je crois que c'est 140 km/h à peu près. Mon camion, si je le prenais
Ça allait pas dans la direction, c'était tout bloqué. Donc, je suis allé à pied en courant et je suis allé prévenir mes enfants. Sur le chemin d'aller prévenir les enfants, j'ai prévenu tout le monde autour de moi. J'ai mes voisins, les uns, les autres, leur dire que là, c'est le moment d'évacuer parce que j'ai vu quelque chose. Et je me rappelle, il y a une voix qui me dit qu'est-ce que t'en penses? Il faut aller dans cette direction, le vœu, il va dans cette direction. Et moi, comme un con, je réponds tout ce qu'il faut faire, c'est partir de l'autre côté de l'île. Il faut que tu prennes ta famille, que tu partes de l'autre côté de l'île. Il y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à réfléchir où aller, où c'est le plus safe. Il faut que tu ailles de l'autre côté. Et après, je l'ai lâché, quoi. Parce que moi, j'allais en direction de mes enfants. J'ai pas d'autre mot que le chaos. En anglais, c'est mayhem. Complete mayhem. Il y a des trucs qui volent, qui des panneaux, des arbres, des branches. J'ai des amis, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je retrouve des amis perdus. Ça me fait tellement chaud au cœur. J'ai des histoires, elles sont toutes similaires. Ils ouvrent la porte, mur de feu, sautent par la porte de derrière, prennent ce qu'ils peuvent, prennent des gens, des voisins, crient et essaient de... Mais ils se sentent... C'est marrant parce qu'ils se sentent lâches, mais en fait, ils sont pas lâches, c'est des héros. Mais ils sont tellement pris dans l'action que là, c'est le point de non-retour. Il faut qu'ils sauvent leur peau, donc ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont tous attristés qu'ils n'aient pas pu faire plus. Je suis désolée. Non, c'est bon. Tous, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. J'étais C'est de la survie en même temps. Enfin, il y a un moment où de la survie, mais s'il y a eu une sirène de flic, dégagez, ou quelqu'un, moi j'ai klaxonné, j'ai crié, j'ai sifflé, mais il y a du vent, quoi. Il y a la tornade. Ils n'entendent pas. Ça a été camouflé. C'est voilà, quoi. Florian nous le disait au début de son témoignage, il est séparé de la maman de ses enfants. Une fois qu'il prend conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer et de ce qui arrive droit sur eux, il part donc dans la seconde maison, la maison dans laquelle vivent ses fils avec leur mère, pour les avertir. Les routes sont déjà saturées, donc il y va en courant, à pied. On le retrouve là, juste devant chez eux. Je siffle pour qu'ils sortent vite fait. Et mon petit me regarde, il fait « Ah, ça va papa et tout ouais, il y a notre barrière qui est cassée, il y a tout qui est parti en barigoule. » Et moi, je lui fais « Souhait, il faut que tu t'arrêtes de me parler. Là, il faut evacuation time. Il faut qu'on évacue là. » Il me regarde, il fait « Mais non, mais regarde, il n'y a pas de feu, c'est bon, faut pas t'inquiéter, papa. » Je fais « Souhait, regarde derrière toi. » Et là, il regarde et il s'est décomposé. Mais décomposé, c'est-à-dire qu'il est devenu blanc de peur. Il a regardé, en fait, c'est comme dans un film, il a regardé vers le haut comme ça. Il a pas compris ça, il a pas compris, quoi. Et quand je parle de nuages, c'est pas un nuage, un petit nuage, c'était, vous savez, les nuages qu'on a quand on voit dans YouTube les explosions nucléaires, le truc qui monte comme ça. Et là, ils ont pris les clés de la voiture de mon plus grand, ils sont partis, en fait, je crois, parce que moi, je suis reparti courir pour récupérer mon véhicule. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y a eu une déconnexion, ils n'étaient pas partis ensemble. Donc, en courant direction vers ma maison et mon truck était prêt à partir, il y a cet instinct qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, je suis retourné les retrouver. Je les ai retrouvés après 10 minutes de course sur l'autoroute pour voir où est-ce qu'ils étaient, qui étaient dans la bonne direction aussi. Je priais pour pas qu'ils prennent l'autre chemin qui s'appelle Front Street. Et je les revois. Donc, je mets la chaîne dedans. Je les vois, je leur dis, je suis là, vous continuez, si vous passez et que vous ne me voyez pas, vous continuez, je vais récupérer votre mère. Donc, je l'ai récupérée, qui était bien derrière, je l'ai récupérée, j'ai pris sa voiture, je l'ai garée dans la seule église qui n'a pas pris feu, parce qu'en fait, moi, après, j'ai vu les flammes partout de l'église devant et tout, j'ai fait, oh, la voiture, elle est foutue, mais en fait, j'y suis retourné le lendemain et la voiture, elle était juste là, garée, saine et sauve. Et donc, nous sommes partis tous les quatre avec ma chienne. Je pouvais pas partir. Je m'en fous, moi, de ma maison. Enfin, non, je m'en fous plus maintenant, mais les priorités. Dans la chronologie, il y avait encore du réseau.
jusqu'à ce que je les rejoigne, il y avait encore du réseau. Parce que on arrivait un petit peu à se texter, ça prenait du temps, c'était on and off, c'était les coups de fil passaient pas. C'est après le feu qu'il n'y avait plus de réseau, du tout. Donc, on est allé à Target, à Kahaloui. Ils sont trouvés une petite maison saine et sauve sur Kahaloui. Ils sont allés dans une maison avec des amis et tout ça. Et moi, je suis allé à Kiev. Après réflexion, quand j'ai parlé avec les assurances et tout, je m'imagine les gens qui vivent ça pendant les guerres et qui se font bombarder. Non, c'est pas fait bombarder, mais imagine ça. Imaginez juste les gens qui se font bombarder, qui partent d'une ville et se font bombarder, ils n'ont plus rien. C'est l'hiver, ils ont juste, on se plaint, mais on la belle quand même dans notre tragédie. Une fois que Florian et sa famille sont évacués, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont tout de suite en sécurité, en tout cas, un élan de générosité et d'entraide débute au sein de la communauté locale. Ils sont relogés, des lieux de donation sont rapidement mis en place, ainsi que des convois. On a appelé les uns les autres, ils ont compris, ils connaissent l'histoire. Donc tout de suite la communauté, là je suis chez mon ami Manu, il a ouvert sa porte de suite. La première personne chez qui ils étaient, je voudrais t'expliquer aussi, elle m'a ouvert sa porte de suite, mais le problème c'est que elle, quand j'étais chez elle, il y avait d'autres feux. À côté de chez elle, du coup, tu veux dire? Voilà, dont celui de Pukolani qui descendait de Kula et Pukolani qui descendait vers Kiev à une vitesse incroyable. Et donc là aussi, il y a les pompiers. En fait, si tous les pompiers ils n'étaient pas aussi occupés avec les autres feux, ils auraient pu faire un peu mieux. Donc moi, je vais à Kiev et tout d'un coup, je sens le feu. Donc un peu inquiet. Et là, on reçoit effectivement les alertes téléphoniques de 3 ou 4 évacuations. Norsen Lahaina évacué, après un peu plus au sud évacué, après une autre région évacuée. Maui Meadows évacué. Et là, je vais voir mon ami et je fais, moi, je me sens pas bien là. Faut que j'aille dormir ailleurs. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais très inquiet de sentir. C'était plus les évacuations, ce qui était juste à côté de chez nous encore. Et ma chienne, elle était super inquiète aussi. Elle a vécu quelque chose. Donc, on s'est mis au vert. Après, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à raconter leur histoire. Je viens de survivre à une tragédie absolue. Je viens de m'échapper des flammes. Ou alors, je suis passée au-dessus de plein de corps morts. Enfin, il y avait... Et donc, ça, c'était mercredi. Et mercredi soir, le comté nous dit, il y a 6 morts. Et tout le monde dit, mais il n'y a pas 6 morts. Il y a déjà plein de gens qui disent qu'il y a... Et en fait, c'est parce que pour eux, ils font le décompte. Il faut vraiment qu'ils puissent identifier les corps. Donc, en fait, on s'attend depuis 6 jours à... je sais pas, entre 500 et 1000 morts, il manque encore 1200 personnes. Et ces 1200 personnes qui ont été mises dans le registre en disant que c'est des personnes manquantes. Par exemple, les Français qui étaient touristes à l'AENA, ils sont même pas dans le fichier. C'est-à-dire que là, il y a une dame qui me dit, moi, je cherche mon frère. Je dis, mais il faut que vous mettiez dans le fichier. Parce que le consulat, et je sais pas ce qu'ils font, mais j'essaie de les appeler 3 fois, ils veulent pas connaître ce fichier. C'est un fichier qui est pas gouvernemental, c'est un fichier qui est fait par une dame ici qui a dit, écoutez, on va faire un fichier Excel, on va mettre les noms, et au fur et à mesure qu'on les trouve, on va marquer trouver. La seule personne que j'ai eue m'a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre coin, ça m'intéresse pas votre liste de noms et votre site internet. Et donc après mercredi, c'était un peu, on va commencer à voir toutes les images, c'était un peu le chaos. Tu connaissais du monde qui était à la Lahaina? Oui, moi je connais 10 personnes personnellement qui ont perdu leur maison. 9 à Lahaina et 1 à Kula, parce que personne n'en parle, mais il y a eu des maisons de brûlées à Kula, il y a eu à peu près 25 maisons. Donc il y a aussi des gens qui ont tout perdu par ici. Et donc le mercredi, l'aide s'est organisée, les gens ont commencé à collecter des couvertures, de la nourriture, de l'eau, de l'essence. Et jeudi, c'est que la communauté qui est partie, donc les surfeurs avec leurs bateaux, les pêcheurs avec leurs bateaux, les bateaux qui emmènent normalement des touristes et qui sont allés à l'AENA pour apporter secours. Parce que les routes étaient bloquées en fait pour passer les par la routes mer. étaient bloquées, il n'y avait pas d'information, c'était vraiment bizarre.
Et toujours pas d'armée. Et puis vendredi, toujours pas. Enfin, c'était la seule chose qu'on a vu arriver, c'est des National Guard, la garde nationale. Et eux, leur travail, c'est de faire des roadblocks. Ils ont mis des barrages sur la route pour que les gens puissent pas y aller. Et puis après, ils essayent de... en fait, il y a le feu de la puis il y a des gens qui sont bloqués au nord, qui ont évacué, et puis qui sont dans une partie de l'île qui... On peut éventuellement faire le tour, mais c'est la route de montagne toute petite. Et sinon, ils sont un peu bloqués. Et donc, les gens essayent d'aller ramener des médicaments, la grand-mère qui a besoin d'insuline, etc. Et le gouvernement mettait des bâtons dans les roues à tout le monde. Il y a même un surfeur connu, Kyle Lenny, qui avait organisé une grosse cargaison d'insuline depuis l'île de Big Island. Et puis, le Department of Health voulait pas les laisser partir. Bon, finalement, c'est passé, mais c'est que ça. C'est tous les... Moi, je pense avoir un pouls assez bon sur la communauté d'Hawaï parce que j'ai des amis très éclectiques dans différents milieux, mais les histoires de tout le monde, en dehors des histoires d'horreur que les gens mettent pas sur les réseaux sociaux, mais parce qu'on les a eu au téléphone ou qu'on les a vus, mais c'est que c'est la communauté qui assiste et on se sent pas vraiment soutenu, quoi. Et moi, au niveau personnel français, c'est pareil. J'ai vraiment beaucoup de mal à avoir de l'aide du consulat pour lui donner les informations, pour relayer les informations de ce qui se passe sur l'île, quoi. Il y a 2 Français qui ont perdu leur maison. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Moi, je connais pas tout le monde non plus. Et il y a au moins un Français qui est manquant, qui était touriste, mais le consulat a peut-être été contacté par d'autres Français, mais comme ils mettent pas les noms sur la liste, on peut pas ni les aider. Moi, je veux bien aller dans les shelters pour aller voir s'il y a des Français et leur parler français, mais de toute façon, le consulat ne veut pas communiquer. Oui, on a été complètement abandonnés par les autorités. Et oui, maintenant, ils sont revenus remettre leurs pieds sur terre et dire c'est nous qui contrôlons, on n'a plus le droit de faire ci. En fait, moi, dans ma tête, ils ont tout foutu en l'air, ce qui s'est instauré et organisé simplement et facilement et automatiquement. Les gens, la communauté est intervenue et on est allé par les voies maritimes. Et donc, Lahaina, c'est la petite ville qui a été touchée. Toute Lahaina a été touchée. Mais après, il y a tout un stretch d'habitation. Il y a plus de petits hameaux, de petits villages, de petites villes qui sont à côté, qui font partie de Lahaina, qui n'ont pas été touchés. Donc, les vivres, les lieux de ralliement ont été désignés dans des parcs, dans des parkings de supermarchés, dans des endroits dont nous étions au courant parce que ça a été communiqué via les réseaux sociaux ou via les gens qui étaient là-bas avec le minimum de connexion téléphonique. Va savoir comment ils ont eu ça, mais donc tout a été organisé par nous-mêmes. Et exemple, on a dû déposer un générateur dans une maison chez quelqu'un qui avait commandé, qui avait prépayé, et de bouche à oreille, c'était génial. On a vu une personne, est-ce que tu connais Jim Fisher? Et en fait, on s'est tous parlé les uns les autres, oui, je le connais, il est là-bas, comme à l'ancienne. Et on a déposé, on a délivré. La dernière chose qu'on a déposé le premier jour, c'est ce fameux générateur chez ce type. Et je trouve ça extra, l'essence. Voilà. Et tout d'un coup, eux, ils sont arrivés, ils ont tout fermé les portes. On fait comme ci, on fait comme ça. Les autorités, l'armée, la police, là tout de suite, ils sont intervenus. On n'a plus le droit. C'est fini. Ils ont stoppé les dépôts, les vivres, que les gens donnaient. Tout est devenu interdit. Et à quel moment est-ce que tu as pris la mesure de ce que tu avais vécu? Parce que j'imagine que tu as un gros rush d'adrénaline où, comme tu dis, tu gardes ton sang-froid, tu penses très rapidement, mets ta famille en sécurité, tu vas te mettre en sécurité. Il y a un moment où j'imagine que ça redescend aussi. Non, pas pour plusieurs jours. En fait, c'est bien, très très bonne question ça. En fait, si j'avais pas eu les enfants, je crois que je serais allé que le Hurricane Lane. Je suis allé aider beaucoup de gens jusqu'à ce que mon ex me dise bon allez, maintenant il faut qu'on y aille, c'est nous, il faut qu'on se casse. On a les enfants et tout ça. Donc dans le vécu, c'est mon tempérament, j'aide. Donc cette adrénaline à bloc toute la nuit. Je m'en suis voulu de pas être resté, de pas aider, mais ça, c'est facile à dire après que tout soit passé, mais je le dis quand même. Mais dès le lendemain, avec Manu, je suis allé au port accepter les dons avec un organisme qui s'appelle Love the Sea, un organisme, après ce que je comprends, qui en fait participe plutôt à nettoyer les océans, quoi. Ils essaient de dépolluer l'impact humain sur la planète, quoi, en fait. Et en fait, je suis parti avec un convoi direct. On a traversé, on est passé au travers des
des stops, des barrières, des barricades, on avait le National Guards il y a une 3 ou 4, 5 checkpoints. Et moi, je suis reparti au cœur du truc et je suis allé aider. On est allé aider. On a donné de l'essence, on a donné des vivres, on a donné des tentes, des générateurs. Ça m'a fait super, super du bien de voir plein de gens. Et on a fait ça sur plusieurs jours. En fait, il y avait 2 voies maritime et voie par route dans le cœur de l'apocalypse, quoi. Aujourd'hui, si vous suivez les actualités, il y a de grandes chances que vous ayez vu cette ville ravagée par les flammes, puis cette ville rasée, ces images faites au drone. Mais quand Florian a décidé de retourner sur place, pour prendre l'ampleur finalement de ce qui s'était passé, pour voir ce qui s'était passé, pour comprendre ce qui s'était passé, il n'avait pas vu toutes ces images. Il a demandé donc au convoi, en arrivant sur la Reina, de le laisser pour aller faire un tour à pied, avant de rentrer sur Kiev. En fait, il y a égoïstement, au début, c'est ton chez toi. Donc, avec le premier convoi, on déroute le convoi de chemin, parce que je connais très bien l'île, les rues et tout. Et en fait, on fait pas ce qu'ils nous disent de faire. On s'est dit, bon, ben, on leur dira qu'on s'est planté, qu'on pensait que c'était là. Moi, j'habite au côté le plus sud de la Reina. Je pensais qu'on aurait pu peut-être se faufiler avec le convoi et qu'ils me déposent et que je regarde un peu et après qu'on reparte avec le convoi et qu'on continue et qu'on aille aider les autres. Et on s'est fait bloquer par un barrage et là, ils voulaient nous renvoyer faire demi-tour. Et au lieu de nous renvoyer, vu qu'on avait pas mal de connaissances dans les hauts placés, ils nous ont laissé rejoindre la route du vrai convoi. Frustré, toujours ça dans la tête, de vouloir de voir déjà premièrement chez moi, mais aussi de voir un peu les états des lieux, qu'est-ce qui a été touché et surtout qui a été touché et savoir s'il y a des gens qui sont pour aider, quoi, voir si on pouvait aider à trouver des gens, quoi. On se fait virer, on prend le convoi, on dépose ce qu'on a déposé sur 3 points de la ralliement. Dans le calme, les gens, ils avaient des besoins énormes, mais ils sont partagés l'essence, par exemple. Moi, j'ai cru qu'ils allaient s'arracher les trucs. Pas du tout. Ça s'est fait dans le calme. Ils ont fait une chaîne à chaque fois. C'est super impressionnamment bien organisé. Mieux que s'il y avait eu les autorités, en fait. Et sur le chemin du retour, après, on redescend. Ça a mis à peu près 20 minutes. Et quand j'étais très proche de mes lieux, je leur ai demandé de descendre. Ils m'ont fait OK. Il y a un de mes amis qui a fait une vidéo de drone. Et pendant qu'il faisait sa vidéo, moi, je me suis déguisé, habillé en vert, un petit peu camouflage. Et je suis descendu. Et j'ai un peu essayé de voir s'il y avait si je pouvais donner d'aide. Tout était calciné. C'est-à-dire, tu sais, cette image, quand tu habites dans une maison où est-ce que tu as un grand salon et tu balayes et tu fais des petits tas de poussière et après tu vas les ramasser. Toutes les maisons, il avait son petit tas de poussière. C'est très, très étrange. C'est très apocalyptique. Première chose, je suis allé voir la voiture de mon ex. Ce qui était super étrange, c'est que c'était la seule église autour de tout ce désert, de toutes ces maisons brûlées. C'était la seule petite église qui était encore du verre, pas brûlée. Genre une oasis dans le désert, quoi. Une oasis dans le désert. Et la voiture juste garée là, quoi. Pas de brûlure, rien cassé, tout nickel, comme si elle était neuve. Impressionnant. Et après, j'ai décidé d'aller voir chez moi, bien sûr. Hein. Donc j'ai filmé les maisons de tous mes amis, les quartiers, et je suis allé jusqu'à chez moi pour. J'ai même pas. Tu veux que je te dise un truc? J'ai reconnu les rues et après, quand tu sors des rues, je n'ai pas reconnu les délimitations, les barrières. La seule chose qui m'a fait reconnaître, c'est les 2 armatures en métal de lit de mes enfants. J'ai fait là, je suis chez moi. Ça a dû. Les voitures, elles ont fondu. J'ai des pare-brises qui étaient fondus et
Mais ça a fondu le métal. Il fait chaud, hein. J'ai fait des films et des vidéos. Je suis allé choper des quartiers voisins, les maisons des amis, et je leur ai envoyé après quand je suis de l'autre côté de l'île. Mais là, j'ai compris que ça a été violent, quoi. Et j'ai tout de suite compris dans ma tête quand je suis rentré, quand j'ai commencé à rentrer dans la ville, parce qu'en fait, ils ont passé des coups de bulldozer, ils ont tout dégagé. Mais moi, quand je suis arrivé sur les lieux les premiers jours, j'ai vu il y a plein de gens il n'y a pas moyen qu'ils soient pas, ils ont pas réussi à partir. Je te parlais tout à l'heure de gens qui sont des héros. Joe, lui, il s'est retrouvé, on a une vidéo de drone qui te montre un endroit qui s'appelle la Papalua et Front Street. Il y a plein de voitures qui ont été bloquées et la plupart des portes ouvertes sont de côté de l'océan. Je sais pas si tu as entendu parler de cette scène. En fait, les feux, les flammes sont arrivés tellement vite que ils sont tous sautés dans les rochers, dans l'eau, parce que ça faisait moins mal que de se faire brûler, de sauter dans. Et lui, il a sauté, il a attrapé un petit 2 ans qu'il ne connaît pas, avec une famille, dans l'eau, à nager. Il y en a qui ont nagé pendant 7-8 heures. Il y en a qui ont nagé, lui, il a nagé 2-3 heures avec cet enfant, cette famille. Il m'a dit, mais dans la chance, dans le malheur, dans la chance, il y a un morceau de toit qui a atterri à côté d'eux. Et ils l'ont attrapé et ils ont, comment tu dis, drift. Ils ont dérivé. Pendant 3 heures avec une famille. Je crois qu'il m'a dit qu'ils étaient 8. Et lui, un petit à bout de bras de 2 ans, c'est un prof de surf. Donc, il avait la capacité de nager pendant toutes ces heures. Hein. Et voilà, quoi. Il y a plein de gens qui ont été bloqués. Je l'ai vu, ça. Là, maintenant, les rues, ils ont dégagé avec les bulldozers, ils ont tout dégagé. Donc, on comprend pas, en voyant maintenant, tu peux pas vraiment comprendre le chaos. J'ai une autre personne, je me rappelle plus de son nom. Lui, c'est un vrai héros parce que lui, il a sauté dans l'eau 5 fois. Il a sauvé des gens. Il les a fait sauter dans l'eau. Il a appelé avec un sac hermétique. Il a appelé sa mère qui a appelé les gardes-côtes. Ils sont allés les récupérer. Il est retourné à la nage. Il a récupéré des gens. Il a fait passeur. Et 5 fois. La 5e fois, il a appelé, d'après ce que j'ai compris, sa famille. C'est impressionnant. Il a appelé sa famille en disant comme quoi il disait au revoir à sa famille, qu'il allait mourir sur lieu, mais qu'il s'arrêtait pas de sauver des vies, quoi. Il n'allait pas arrêter. Et il était dans la fumée la plus toxique, dans les flammes. Et il s'en est sorti, on ne sait pas comment. Mais lui, c'est un héros. C'est pas les autorités le héros. Je les ai pas vus, moi, les autorités. Aux efforts de la communauté, l'effort naturel des gens qui se soutiennent dans des moments comme ça. Et c'est très beau à voir. Quand j'étais au port de Karalouis, donc qui est de l'autre côté de l'île, on a déplié les tentes, on a commencé à s'installer. Et même pas 2-3 minutes dans notre installation, il y avait déjà des voitures qui arrivaient de tous les sens pour faire des dons. Et ils sont même restés, les gens qui faisaient des dons, ils sont même restés pour aider. C'est beau, ça. Il y en a plein qui sont restés jusqu'au bout. Ils sont garés, ils ont fait des dons, parce que faut bien imaginer, quand on fait des dons, c'est pas organisé comme, il y a pas un hangar ou quoi, c'est-à-dire que il y a des gens qui apportent tout et n'importe quoi et ça a été ouvert, subdivisé, les couches là, les produits toiletterie là, la nourriture ici, les campings là, c'est vraiment tout devenu. Il y a une organisation un peu comme une fourmilière. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était une petite fourmilière qui connecte et qui se regarde. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, et les gens ils prennent leur rôle et c'est vraiment impressionnant. Au début, ça paraît insurmontable. Il y a tellement de choses qui se passent, mais en fait, il y a des gens et des personnalités qui sortent de nulle part, qui font même pas parler de l'organisation et qui prennent. C'est pas prendre commande, mais qui prennent une voie et les gens les suivent. C'est super à voir.
c'est déjà, j'aime beaucoup voir ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc le lundi soir, avant les feux de l'AENA, j'ai eu ma copine avec ses 5 chiens. Le lendemain, elle a pu repartir chez elle. Sa zone était... c'était bon. Et depuis, toute la semaine, elle a été évacuée plusieurs fois, mais elle n'est pas revenue chez moi. Le mardi, j'ai un copain avec sa femme enceinte de 6 mois et son fils. Et eux, quand ils sont réveillés le mercredi matin, ils étaient en panique parce qu'il leur manquait le grand-père de l'AENA. Bon, depuis, ils l'ont retrouvé, mais ils ont passé des heures horribles, enfin des journées horribles parce que ça a pris plusieurs jours pour retrouver les gens. Moi, j'avais une copine qui était manquante, on l'a retrouvée là à midi. Ça faisait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 5 jours. Mais il y en a qui ont moins de chance. Il y en a qui, au bout de 3 jours de ne pas avoir de nouvelles, ont trespass, comment on dit, ils ont ils sont passés à travers les barricades et ils sont allés voir chez eux. Et j'ai un copain qui est allé avec un de ses amis et ils ont retrouvé sa copine. Et ce qu'ils ont retrouvé de la copine, c'est les dents, une broche qu'elle avait dans le dos parce qu'elle avait eu une opération du dos et sa montre. Et ça, c'est une histoire horrible parmi tant d'autres. Il y a des histoires horribles de pillage. Dans la partie au-dessus de l'AENA qui est bloquée, c'était un peu le Wild Wild West. Donc c'était, on n'a plus d'essence, ils vendaient des jerrycans d'essence à $100. Des gens qui allaient livrer de l'aide, ils se faisaient arrêter à gunpoint. Enfin, il y a eu plein d'histoires plus sordides les unes que les autres. Il y a une Française qui habitait là-bas qui a dû évacuer parce qu'elle a dit « Moi, je me sens pas en sécurité ». Une dame âgée, elle est venue par ici. Et ça, c'est que les gens que je connais. Moi, je suis là que depuis 15 ans. À Maui, on est 150 000. À l'AENA, ils sont à peu près 15 000. Enfin, 12 000, mais après, il y a l'Agnapoco avec. Et là, il y a à peu près 1500 manquants. C'est-à-dire que c'est 1% de l'île et 10% de la population de l'AENA. C'est vraiment... L'amplitude, c'est vraiment... C'est les gens qui... On a l'impression de vivre 9/11, tu sais, où... Je regardais sur mon téléphone... ma consommation d'écran, tu sais, d'habitude, c'est 3-4 heures par jour. Et là, je suis tombée à 9 heures, tu sais. Et puis, c'est là où j'ai déjà relogé 3 familles. J'ai trouvé 3 générateurs pour les gens. C'est vraiment l'entraide. Tout le monde s'entraide entre nous, mais il n'y a pas vraiment de choses organisées au niveau fédéral. Dans la chaîne de commande, il y a eu un problème. Et puis après... il n'y a pas eu les alarmes, il n'y a pas eu... Et puis après, de toute façon, ils n'avaient aucune chance. Parce qu'en fait, l'AENA, c'est historiquement une petite ville au bord de la mer, avec une route qui arrive, une route qui sort. Et puis avec les années, la population s'est agrandie dans la montagne. Donc ça fait comme une grid, mais t'avais que 2 portes de secours. Et les secours de l'autre côté, ils empêchaient les gens de sortir pour faire rentrer les pompiers, la police. Il y a eu des moments où tout d'un coup, d'un côté, ils n'avaient pas... Ils se rendaient pas compte de l'amplitude de... Tu sais, à 3h30, il n'y avait rien, et à 5h, il n'y avait plus rien. Je crois, en 1h30, c'était fini. Enfin, là, ça a été très, très vite. Et en plus, comme il y avait des pics électriques qui étaient tombés sur les routes principales étaient bloquées. C'était tout un... Les pompiers n'arrêtaient pas de s'occuper du feu depuis la nuit partout sur l'autre côté de l'île. Le vent était d'une force ouragan. Enfin, l'électricité n'a pas été coupée. Puis les installations sont... C'est une vieille ville de 150 ans. Les maisons, c'est tout en bois. C'était juste... L'air était très sec. C'était des ingrédients pour un scénario catastrophe. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit aussi nos amis conspirationnistes qui nous disent que c'est le gouvernement qui a utilisé une arme énergie absolue, là. Ils veulent reconstruire Maui tout électrique. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que on n'a toujours pas trouvé tous les corps et tous les officiels dans leur conversation, c'est déjà on va reconstruire. Mais on n'a même pas le temps de faire notre deuil. On ne peut pas faire notre deuil parce qu'on ne sait pas encore. Et puis c'est déjà on va reconstruire. Il y a déjà quand même des real estate agents qui ont appelé des gens en leur disant vous voudriez pas nous vendre votre terrain parce que là, de toute façon,
Le temps qu'ils décontaminent, qu'ils démolissent, qu'ils machin, vous n'aurez rien pendant 3 ans. T'imagines ? Les gens, ils sont dans les shelters, il leur manque encore des membres de leur famille. Et il y a des mecs qui arrivent à voir leur nom parce que, tu sais, ils étaient dans la liste des missing, donc ils trouvent les noms, ils matchent avec l'adresse sur le cadastre, et hop, on y va. Une race. Les gens ont récupéré du téléphone jeudi et vendredi parce que les mecs, ils sont arrivés avec des je sais pas comment on dit, des systèmes qui donnent le téléphone. Je suis pas très douée. Hein. C'est le Starlink, là. Tu sais, oui. Le truc, un téléphone satellite. satellitaire, Ouais. je sais rien. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, c'était la communauté. C'était pas les services fédéraux. C'est une communauté hyper résiliente, quand même. Ouais, ben, on est une petite île, hein. Et puis le sens de la famille, ça veut dire quelque chose pour les Hawaïens. Et puis Ohana, c'est la famille et ça n'a pas besoin d'être des liens de sang. C'est vraiment les gens qui font partie de ta vie et pour lesquels tu look after. Comment on dit look after? Tu prends soin d'eux, quoi. Tu prends soin, ouais. Et il y a un autre mot, c'est Hanai. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire partie de la famille sans être vraiment de sang. Par exemple, moi, j'ai un copain qui vient ici 6 mois par an tous les ans. Quand je l'introduis à mes copains locaux, je lui dis, ah oui, c'est mon Hanai brother. C'est mon frère d'une autre mère. Tu sais, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection et pour qui je prends soin. Et ben, ça, c'est vraiment un sentiment fort à Hawaï, la famille. Et puis le aloha, le fait qu'il y a des mecs qui ont tout perdu et qui sont là, repartis sur les bateaux pour redonner à ceux qui sont coincés, en se disant, mais moi j'ai tout perdu, mais ça va, j'ai ce qu'il faut. Enfin, ouais. Et puis il y a aussi des gens qui vivent leur vie et qui peut-être qu'ils en ont besoin pour penser à autre chose. Mais ouais, des fois je suis un peu frustrée quand je vois certains commentaires. Mais des gens qui sont sur l'île et qui disent, ah, super snorkeling aujourd'hui. Tu sais que le vendredi, donc les gens sont morts dans l'eau. Les gens sont morts dans l'eau mardi soir ou mercredi matin. On a retrouvé sur l'autre île à Lanai hier des photos brûlées juste sur le bord avec juste la graduation. Tu sais, la photo de famille avec la graduation. Et chez nous, à graduation, ils ont des colliers de fleurs jusque-là. Si la photo, elle est arrivée de l'autre côté sur l'île, il y a d'autres choses qui vont arriver. On n'est pas à l'abri d'un corps qui arrive, on n'est pas à l'abri Enfin, et puis l'eau est contaminée, il y a tous ces débris de bâtiments. Et ben, il y avait des gens, la plupart des gens avec leurs bateaux sont allés porter secours, mais il y a des gens avec leurs bateaux, ils ont continué business as usual pour les autres touristes, et ils les ont emmenés faire du snorkeling, donc de la plongée masque tuba, pas sur le côté ouest où c'est rien passé, sur le côté est. Les gens passaient sur la route dans les convois sanitaires pour aller déposer les choses et ils voyaient le bateau au large. Genre, c'était vendredi matin, ça, genre. Et les Hawaïens, ils se disent, mais il y a deux mondes, quoi. Parce que les touristes qui étaient coincés en haut dans les immeubles, on leur a envoyé un convoi de bus mercredi soir et jeudi matin, ils sont tous partis. Rentrer chez eux. C'était aussi une stratégie de désengorger la zone. Mais vendredi, il y avait quand même des touristes aussi qui étaient arrivés, qui avaient leur location de vacances de l'autre côté et qui essayaient de passer pour voir et qui après s'arrêtaient sur le chemin dans la traversée de la zone détruite. Ici, ils disent Ground Zero et là, selfie. Ah oui, mais on voit des photos qui tournent où on voit les touristes qui sont passés. La photo dans laquelle je pense, c'est des touristes en vélo avec leur petit casque et tout, et puis qui prennent des photos. Comment est-ce que tu envisages ton futur immédiat? Du coup, tu as été relogé là, chez un ami, tu nous le disais. Enfin, avant en fait de passer à la reconstruction, il faut continuer les recherches. Enfin, c'est un site immense en fait à rechercher, à sécuriser. J'imagine que la reconstruction, c'est pas pour tout de suite. Enfin, du coup, comment est-ce que... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est trop tôt pour envisager la suite? Tu vois, je sais pas trop. C'est trop tôt, mais c'est pas trop tôt. Donc pour l'instant là, comme je disais à mon frère, les premiers jours, les gens me demandaient où est-ce que tu vas être. En fait, ça m'était égal. L'intérêt principal, c'était de retrouver les gens et savoir que tout le monde était sain et sauf.
et savoir comment aider, et qui aider et quel organisme. Et je me suis même oublié, moi, avec leurs organismes. Les premières fois, j'ai oublié mes propres. J'ai chopé quelques vêtements, les nécessités les primaires. Et en fait, quand je suis rentré, je fais putain, je suis fou, j'ai rien pris pour moi, quoi. Après, bien sûr, il y a les autres choses qui s'engagent. Donc là, pour l'instant, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis retourné plusieurs fois, mais principalement aussi, c'est de recommencer à renouveler tous les papiers, toutes les sécurités sociales, permis, passeport, banque, carte de crédit, tout ce, dans cette société, ce qu'on a inséré. Sans ça, on fait rien, on peut pas avancer. C'est très long. C'est très long et très difficile. Et sans papier, tu fais rien. Et la deuxième chose dans laquelle je réfléchis, quelques options, c'est d'habiter dans les environs. Et oui, la construction, de reconstruire tout ça, ça se fera pas tout de suite. C'est toute une ville hein, qui a été rassasiée. Rasé. C'est pas un petit quartier, c'est toute une ville. C'est les écoles, les églises, la poste, les business, les restaurants, c'est tout. Je t'enverrai les vidéos, tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu c'est le mot que j'utilise tout le temps, c'est apocalyptique. Moi, ce que j'envisage, c'est de recommencer dans les environs avec une maison, mais c'est très incertain parce qu'il n'y a plus de travail. Je travaillais dans multimedia design, dans le domotique, et aussi le week-end, je travaillais pour une compagnie de gros catamarans pour aller voir les baleines, pour aller faire du snorkeling. Ça s'appelait Salma, oui. Mais ce que je disais, c'est que je crois que l'impact de ce qui vient de se passer par rapport au travail et pour savoir si je reste à vivre ici ou pas. Lahaina, c'était une ville touristique. Donc, dans Hawaï, dans les îles hawaïennes, Maui, elle a été votée 15 ans d'affilée l'île la plus belle au monde, d'après ce que je comprends dans certains magazines. Et donc, le tourisme était très impressionnant. Donc, en comparaison, c'est Waikiki ou Lahaina. Et Lahaina, le tourisme, je crois que ça générait, avec les resorts et tout ça, ça générait des milliards, des milliards. Donc, l'impact de savoir s'il va y avoir du travail, assez de travail pour, tu vois, ce n'est pas qu'à l'Arena que ça va faire un effet domino. Il y a plein de business qui vont pas réussir à s'en remettre de ça. Je pense qu'il y a plein de business qui vont échouer et s'écrouler à cause de ça. Déjà, retrouver un travail, j'y pense même pas à ça là pour l'instant, et puis retrouver un logement pour payer un loyer. C'est un peu des questions qui inquiètent en fait, parce qu'on est un peu dans un gouffre, et c'est bien de regarder vers l'avant, mais quand tu regardes là, je suis même pas encore là. Hier, je suis allé récupérer des shorts avec un pote parce que j'avais pas de shorts. J'en suis là pour l'instant. Mais ouais, c'est ça, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Mais il y a beaucoup de gens qui ouvrent leurs portes temporairement, qui disent pour rester ici pour un mois ou deux. Ça va s'arranger, ça va se faire. Il y a une bonne solidarité de la commune et des gens qui comprennent et les choses vont se faire. Je crois en ça. Je crois en la positivité. Je crois en des gens qui vont être plus. Tu sais, avant c'était Airbnb. Faut payer tant. Les gens ils faisaient en un mois ce qu'ils faisaient en un an dans les short-term rentals. Donc, mais je pense que là, ils vont comprendre. Il y a des besoins qui sont plus dans le besoin que qui se passe de l'argent. Je pense que ça va se faire comme ça. Tu te souviens de comment tu as appris en fait le drame de Lahaina, enfin comment est-ce que tu as pris la mesure de ce qui se passait? Eh ben, on est mercredi matin et on a donc mon ami qui était venu avec sa femme enceinte et son fils, donc je suis en train de préparer le petit déjeuner. Ça fait déjà 3 jours que j'ai des gens, donc je suis occupée. Et puis ils sont sur leur téléphone et toutes les 5 minutes c'est tiens, viens voir ça. Oh putain, viens voir ça. Et il y a eu en fait, je pense que la première vidéo où on s'est rendu compte de l'ampleur, c'est au lever du matin, enfin au petit matin, il y a un avion, un hélicoptère qui a survolé Lahaina et le footage, il est arrivé, la vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux. Ouais. Et là, on voyait bien que tout avait brûlé.
Et puis après, on a eu des photos de drones où on voyait les voitures brûlées, mais tu sais pas garer les voitures dans le bouchon et voilà. Donc après, tôt le matin, ils sont passés, ils ont mis des X pour dire que toutes les voitures avaient été checkées. Et puis, j'ai un copain qui habitait à 5 minutes, il est allé avec son dirt bike. Et il y a une voiture, il voit un X et il voit que le corps, il bougeait encore. C'est pas pour l'aspect gore, mais c'est pour la suite. Donc il se dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Donc il appelle, finalement il retrouve au milieu des décombres. C'est une zone de guerre, hein. C'est tout. Il trouve un flic, et le flic lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as peur d'être là? C'est une zone, une crime scene, enfin pas crime scene, mais c'est... Il dit, non mais mon gars, laisse tomber, là je te dis, il y a un mec, il est pas mort. Et le flic il lui dit, mais viens m'aider. Et le flic dit, mais regarde autour de nous, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Tu vas devoir te débrouiller. Et donc, mon pote, et c'est pas un récit d'un copain, c'est mon pote. On l'a vu au parc parce qu'il est relogé par ici. Il est retourné chez lui à 5 minutes sur son motorbike. Il est revenu avec son truck. Il est arrivé à côté de la voiture. Il a mis le gars dans la voiture. Il a dû repasser avec son truck, mais passer zigzaguer entre les corps, les voitures, les débris, les machins. Et il l'a amené à l'hôpital. Et le mec, il est vivant. Et le mec, c'était son voisin depuis qu'il habitait là depuis 27 ans. Enfin. Et là, c'est une histoire qui s'est bien finie, mais il y a toutes celles qui se sont pas bien finies. Puis il y a tous les gens qui étaient coincés chez eux. C'est drainant de réussir à comprendre l'amplitude du... Qu'est-ce que les gens peuvent faire de loin à part, alors j'ai vu pas mal de messages passer sur les réseaux disant ne voyagez pas à Maui. Le ne voyagez pas à Maui, c'est à double tranchant parce que l'AENA c'est fermé, mais à Wailea, à Kihei, à Paia, à Makawao, à Aiku, à Hana, tout ça, et c'est toujours ouvert. Et les gens disent si vous nous fermez complètement Maui, on va retomber sur une crise économique Covid. Parce que le tourisme c'est forcément la source principale de revenus pour pas mal de monde. Donc, il y en a qui disent dites pas trop de fermer quand même, parce que d'un coup, on va avoir un suraccident, quoi, un accident sur l'accident. Je pense que la vraie mentalité, c'est de se dire bon, là, pendant un mois, ne venez pas, parce qu'il faut qu'on souffle, qu'on assesse, qu'on trouve les gens, qu'on identifie. Et depuis 2 jours, là, il y a un centre où tu peux aller donner ton ADN, si te manque des gens, pour aller matcher l'ADN. Mais ça, quand ça s'est sorti, c'était un peu glauque, quoi. Enfin, et puis, donc, le pas venir à Maui, c'est à double tranchant. C'est venez pas maintenant, venez forcément pas à l'AENA, n'allez pas vous mettre sur la partie de l'Ouest pour faire du voyeurisme. Dans les hôtels, les gens n'ont pas envie d'être logés dans les hôtels. Peut-être les Airbnb. Tu vois, je trouve que ce qui serait judicieux, c'est de dire, bah, tu sais quoi, les Airbnb où il y a une maison avec une cuisine, une salle de bain, des choses plus vivables. Bon, bah, vous devez louer aux réfugiés. Les façons d'aider, c'est de donner de l'argent. Faut pas nous envoyer vos culottes sales et les t-shirts pas lavés et les oreillers de la grand-mère. Il y a un peu des gens qui par bonne volonté, mais c'est-à-dire que les gens, de toute façon, s'ils ont des vêtements, ils ont envie de les choisir, ils ont envie de... Donc là, il y avait, après 3 jours de donation, il y avait des sacs de vêtements partout sur les plages du côté de l'AENA, parce qu'en fait, les gens amenaient tout ce qu'ils avaient, puis les locaux prenaient ce qu'ils avaient besoin, mais ils laissaient... Enfin voilà, donc il faut donner à des grosses... à des fundraisers, enfin et donc soit les gens ils peuvent donner à des grosses structures, conseillerais quand même des grosses structures locales, pas la Croix-Rouge ou des trucs qui sont tellement, mais plutôt la Maui Food Bank, tu vois, la banque de nourriture de Maui. Ça c'est local, c'est legit, c'est-à-dire que l'argent va être utilisé, ils sont à 94% $1 qui est pour la nourriture, tu sais. Ils ont que 6% de 6% d'overhead Ouais, d'overhead, quoi. Et puis... non, 6%. Enfin, bref. Et puis, donc, il y a la Maui Food Bank, il y en a 2 autres aussi. Maui United Way et Hawaii Community Foundation. Et après, sinon, les gens peuvent donner directement au GoFundMe. À peine quelques heures après le drame qui a ravagé la ville de Lahaina, Maxime, le frère jumeau de Florian, lui aussi expatrié aux États-Unis, il habite à New York, a mis en place un GoFundMe, une campagne de levée de fonds afin d'aider Florian et sa famille
à se remettre sur pied tout simplement. Avec un objectif de 100 000 $, en 6 jours, la campagne a d'ores et déjà levé 23 653 $, sous la forme de 201 donations. Il y a un document collaboratif sur Google que vous pourrez retrouver facilement sur Internet et sur lequel vous retrouverez les plusieurs centaines de familles impactées par les feux de la Haina et qui vous permettent de contribuer auprès de chacune de ces familles directement si le cœur vous en dit et que vos finances vous le permettent. GoFundMe, c'est une plateforme qui est très souvent utilisée aux États-Unis pour lever des fonds pour des causes un peu particulières. Alors ça peut être pour un traitement pour le cancer qui n'est pas remboursé par une assurance, ça peut être pour aider quelqu'un qui a perdu un proche, ça peut être aussi dans la gestion de crise et d'urgence comme celle que traverse Florian et tous les habitants de la Haina. Florian va vous parler dans quelques instants de ce que ça représente pour lui, mais il a tenu aussi à souligner une chose, c'est que GoFundMe, et toutes ces plateformes certainement de ce genre, soi-disant ne prélèvent aucun frais sur la campagne de levée de fonds, mais demandent un pourboire, un tip. Et il est très en colère, car beaucoup de Français se font un peu avoir, croyant que c'est obligatoire. Donc si vous vous apprêtez à soutenir Florian, d'autres familles ou d'autres campagnes, faites bien attention à ça. Je laisse Florian vous expliquer ce que cette campagne représente pour lui. J'ai été très gêné au début, je voulais pas. J'ai dit non, c'est bon, il y a des gens qui sont plus en besoin que moi. Mais j'ai toujours pensé à ce qu'il y ait aux gens qui ont des besoins de traitement, de soins ou d'accidents. Il faut que je remercie tous ces gens du fond du cœur qui, la plupart, c'est des gens que je connais, des amis, de la famille, mais il y en a beaucoup, j'ai jamais vu mais je les remercie tous. C'est généreux. J'ai participé à beaucoup de choses similaires. J'ai envoyé de l'argent pour des occasions différentes, mais dans la même façon de faire, de participer financièrement. C'est très gênant, mais il faut savoir accepter. Là, je me suis fait engueuler pour mon frère par chez qui je reste là. Ils m'ont dit, maintenant t'arrêtes, il faut que tu acceptes. Là, c'est pour toi. Donc, je remercie tout le monde. Ça aide. Il y a beaucoup de gens qui font, oh, je t'ai donné que ça, c'est tout ce que j'ai. Ah, ça me casse le cœur encore plus parce que s'ils ont pas grand chose, ils donnent. Donc, rien que le fait de savoir qu'ils ont une pensée pour toi et qu'ils donnent, ça me réchauffe plus le cœur que ça fasse du bien par rapport au statut financier, quoi. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. Grâce à ça, je vais peut-être pouvoir participer à payer un nouveau loyer et pour pouvoir faire certaines dépenses assez grosses, les premières dépenses. C'est génial. Et ça, c'est nous, c'est la communauté qui... Non, c'est super ces organismes. C'est magnifique. Je suis un peu confus des fois quand... Ouais. Merci. Voilà, merci. En tout cas, le message est passé, Florian. Je rajoute le lien de la campagne GoFundMe pour te soutenir toi et ta famille dans la description de cet épisode. Et les gens qui ne peuvent pas donner d'argent parce que c'est pas non plus facile pour tout le monde et qui me connaissent, moi je dis continuer à m'appeler ou à check-in parce qu'en fait, nous, devant les enfants, il faut pas pleurer, devant les copains, il faut être solide parce que nous, on est les chanceux, mais il faut aussi que nous, on puisse avoir un outlet, tu sais. Voilà donc quelques pistes qui vous permettront, si vous le souhaitez, de soutenir la communauté de la Haina, la famille de Florian ou tout simplement les habitants de l'île de Maui. J'adresse un immense merci à Florian Bailleul ainsi qu'à Marie-Laure Ditte pour leur participation, pour leur transparence, pour la générosité de leur partage malgré tout. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour retrouver tous les liens et les organisations dont on a parlé aujourd'hui, rendez-vous dans la description de cet épisode ainsi que sur l'article compagnon de cet épisode que vous retrouverez sur frenchmorning.com. C'est là que toutes les informations sont regroupées. C'est déjà la fin de cet épisode. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un extrait pour savoir de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
Et pour te dire que les enfants se rendent pas compte, quand on a fait la transatlantique et qu'on est parti le premier jour, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait, hein, les enfants sont avec nous. Mon fils m'a dit on arrive quand? Tu vois, genre on arrive dans 2 heures, tu vois, on arrive voilà. En fait là ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, qu'on était fatigués, qu'on avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on voyait que le temps passait à une vitesse et qu'on était absorbés par notre vie. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper j'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal. 4 enfants, quoi. 4 enfants à réveiller le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui chouinent. Fini, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. On va être en retard, courir et tout. Voilà. C'était un peu sortir de ça, essayer de tester un nouveau mode de vie, tu vois. Voilà, de tester. Je partais pas en me disant OK, ça va être génial. Non, je me suis dit je m'attendais à rien en particulier, je me suis dit j'ai envie de tester pour voir si c'est possible. Le moment le plus heureux, je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade après la transatlantique. Donc on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade, c'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles. Et dépaysement total, et puis surtout un énorme banc de dauphins, mais des milliers de dauphins qui suivaient des milliers, non j'exagère, je sais pas, 30, quand même 30, tu vois, une trentaine, vraiment beaucoup quoi, 30 dauphins qui suivaient notre bateau comme pour nous dire, comme pour nous accueillir, tu vois, à l'arrivée on voyait la terre et ils nous ont suivis hyper longtemps, ouais, comme dans les films, c'était juste waouh. Encore merci pour votre écoute attentive et bienveillante. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.